suis Yves Brochard, le président de APIA Grand Ouest, et j'ai vraiment le grand honneur d'ouvrir cette 5e conférence Agir, que nous co-organisons avec l'Audencia, et qui cette fois-ci va être riche puisqu'elle va parler de l'administrateur indépendant impliqué dans la génération des talents au niveau des entreprises. Alors juste quelques petits slides juste d'introduction que nous allons faire avec Macram sur notre association dans cette organisation. Donc ça c'était le thème. Le sigle Agir, donc vous voyez, c'est tout simplement, on a voulu vous l'expliciter, c'est juste pour dire APIA et Audencia pour la promotion de la gouvernance innovante et responsable, donc on est tout à fait dans l'air du temps. Et puis l'objectif que nous avions pour créer ce cycle de conférences, c'était de mettre avant tout l'innovation au cœur de la gouvernance, puisqu'on discute dans nos cadres de auto-formations de gouvernance, mais là c'était vraiment de mettre un accent sur l'innovation, en ayant deux regards. Un regard qui est académique, qui nous est livré par cette excellente école qui vient de briller d'ailleurs par ses succès. Peut-être que Macram nous en dira un petit mot sur son MBA international. Audencia qui nous apporte un éclairage académique, et puis l'APIA et ses partenaires qui ont pour objectif d'apporter un regard professionnel puisque nous sommes. Juste pour présenter en quelques mots l'APIA pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, donc c'est une association et qui veut tout simplement dire administrateur professionnel indépendant et associé. Nous sommes un peu plus de 200 membres aujourd'hui avec une forte croissance, appuyés par une quarantaine de partenaires nationaux, qui sont les grands cabinets de consulting. Et actuellement, ce sont 300 mandats qui sont gérés et qui sont administrés par nos membres. Et qui sommes-nous ? Nous sommes tout simplement des chefs d'entreprise qui sont a priori très expérimentés et formés en continu. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de l'APIA, c'est de former ses membres pour éviter l'obsolescence. Notre mission, c'est tout simplement de s'impliquer dans une gouvernance active et professionnelle en tant qu'administrateur ou membre de comité stratégique, puisque maintenant la gouvernance, avec l'évolution, peut changer de forme. Et puis notre spécificité qu'il faut souligner quand même, c'est que nous sommes indépendants de l'entreprise. C'est d'ailleurs la caractérisation du mot indépendance de l'APIA. Et nous sommes aussi surtout indépendants financièrement, ce qui nous donne une grande liberté de parole. Et vous voyez apparaître en bas du slide nos partenaires régionaux. Je vais laisser la parole. Donc, merci de nous accompagner pour cette 5e. Il y en a de nombreux autres à venir. On en parlera en toute fin de séance. Et je laisse la parole à Macram qui va nous présenter Audencia un petit peu, qui nous accueille. Merci de nous accueillir. Merci Yves. Bienvenue à toutes et à tous. Et c'est quand même... on ne se rend pas compte, le temps il passe vite. Et je vois que dans le premier slide de présentation, on parle de la 5e conférence Agir. Il faut dire qu'au départ, on a lancé nos conférences dans une période assez compliquée où les premières conférences étaient organisées essentiellement en distanciel. On espère maintenant qu'on aura de plus en plus de personnes présentes pour favoriser les échanges, favoriser tout ce qui peut se faire, on va dire, avec l'humain. Et c'est un point très important. Alors, très rapidement, peut-être une première présentation de l'école. Audencia, école de management, école qui... a un certain nombre, je dirais, de sites. On a 3 sites qui sont sur Nantes, un site en Vendée, à La Roche, un site à Paris. On a aussi un site en Chine et on a un certain nombre de partenariats aussi qui sont sur l'ensemble des continents. Audencia, c'est peut-être un chiffre qui n'est pas annoncé ici, mais que je tiens à le rappeler, c'est plus de 2500 managers, dirigeants, administrateurs qui sont formés chaque année dans nos programmes de formation continue qui sont proposés. Et dans ce modèle d'accompagnement, on associe à la fois de la formation, ça c'est un point très important, mais on a aussi toute une composante que je qualifie moi plus autour de l'innovation, de la co-innovation. Et on a un projet qui... je vois que Eric est là, que, par exemple, Eric Talgot a pu expérimenter à travers Géofit, un projet qui s'appelle le Tipping Point by Audencia, qui est une salle qui est dédiée à tout ce qui est réflexion, déconstruire pour reconstruire. C'est un espace qu'on utilise souvent pour des comités de direction, pour des conseils d'administration, pour pouvoir développer avec eux d'une façon
plus agile et plus structuré, puisqu'on utilise des sources d'informations de la veille, etc., sur leur stratégie, sur le modèle de pilotage. J'espère qu'à la fin de cette conférence, vous pouvez visiter cet espace. Voilà. Sans tarder, je laisse Yves présenter les conférenciers et je vous souhaite un bon espace à la fois de suivi et d'échange. Je vous remercie. Merci Makram, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors peut-être juste pour préciser que nous avons souhaité faire cette conférence parce que on considère à l'APIA que nous sommes des gens, on est des membres qui doivent contribuer à l'émulation un petit peu de tous les talents qui peuvent se composer. Donc on a essayé de faire cette journée, cette conférence qui est ciblée justement sur quelle peut être la contribution de l'administrateur indépendant donc dans le développement des talents. Et puis on a donc une belle palette aujourd'hui d'intervenants, puisqu'on a Philbert Corbrogeau, qui non seulement est auteur, compositeur, et qui vient de sortir un livre sur les talents, donc il a toute la crédibilité de nous parler des talents, donc il va pouvoir nous convaincre un petit peu que les talents, il en est lui-même d'ailleurs l'expression d'avoir cultivé ses talents dans son parcours. Et puis on a Laure de Foucault qui est membre de notre institution, j'allais dire, de l'APIA, qui est de la région Aquitaine et qui a une longue expérience dans le management et dans les dirigeants, vu sous un focus un peu plus RH, donc qui pourra nous apporter un petit peu, et qui, on la considère comme une dénicheur de talent, donc elle va pouvoir nous en dire un petit peu plus. On a Sophie Nkan, qui est le professeur donc, spécialisé du management d'Audencia. Alors on aime, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, avoir cette lecture académique, donc elle va nous dire, peut-être allons-nous découvrir des choses qu'on ignorait sur les talents, et puis qui travaille aussi beaucoup sur les notions d'inclusion et d'égalité. Dominique, qui est membre APIA et qui est breton et qui a fait un déplacement pour pouvoir venir animer et qui va être l'animateur de cette conférence et qui est lui-même un entrepreneur, membre d'APIA, et qui va pouvoir témoigner sur les technologies de rupture et des traitements, etc., qui va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Et puis on aura un grand témoignage qui sera fait par Eric Talgot, qui était une personnalité de notre région, président de Geofit, et qui est un acteur de la data géospatiale, mais je retiendrai surtout que c'est quelqu'un qui, par le succès et la croissance de son groupe, ne peut pas avoir fait ce succès-là sans avoir développé des talents, et je pense qu'il va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Donc merci de votre participation. Je laisse la parole à Dominique, qui va être notre animateur de cette conférence. À toi, Dominique. Merci Yves. Je vais donc commencer l'interview de mes 4 personnes qui sont à côté de moi. Je vais commencer par Philbert, puisque tu es un petit peu la vedette de cette soirée. Tu as écrit récemment « Libérez vos talents » parce que personne ne le fera à votre place. Philbert, qui es-tu ? Bonsoir à tous. Alors, il a commencé à le dire, Yves, tout à l'heure. Je suis auteur, compositeur, interprète. Alors, j'aime bien le raconter. Auteur, parce que j'ai écrit le livre « Libérez vos talents » aux éditions Erol, qui est sorti en septembre. Compositeur, parce que j'ai composé plusieurs méthodes pour révéler les talents. Alors, ça peut être Talent Latent & Co, qui est une plateforme de mentor pour accompagner les talents, mais aussi le CEDEF, certains le connaissent, c'est le Cercle des enfants dirigeants d'entreprises familiales pour transmettre les talents aux générations futures. Et puis j'ai créé aussi également d'autres marques. Et puis interprète, parce que je l'ai vécu à tous les niveaux hiérarchiques. Alors on va commencer rapidement, mais ouvrier à la chaîne, ouvrier qualifié, technicien, responsable, ingénieur, directeur, coach de dirigeant, animateur de club. Puis maintenant, je m'en vais du côté obscur de la force, administrateur. Voilà. Merci Philbert. On va passer à Sophie. Sophie, qui êtes-vous, Sophie ? Bonjour, je m'appelle Sophie Hennekam, je suis professeure ici à Audencia et je suis spécialisée dans le management et la diversité. Donc je travaille sur les minorités au travail et je travaille notamment avec les entreprises sur les questions d'inclusion et d'égalité. Merci Sophie. Laure, de par ta grande carrière de RH, qui es-tu, Laure ? Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Laure de Foucault, donc je suis une ancienne DRH de grands groupes. J'ai travaillé dans des grands groupes comme Disney, comme Oracle, jusqu'à la fin des années 2008, où je suis devenue conseil pour accompagner les entreprises, pour structurer les comités de direction et faire en sorte que les talents soient
suivi, identifié, avancé. Et j'ai été chasseur de tête de dirigeants. Donc des nicheurs de talents, il faut aller les trouver. Et puis surtout, il faut les promouvoir pour les faire monter. Voilà, et j'ai été administrateur de société pour faire valoir les talents dans l'entreprise. Merci Laure. Alors, il a l'air bien connu à Nantes, mais nous, on ne le connaît pas beaucoup. Qui es-tu, Éric? Moi, je suis tout simplement chef d'entreprise, donc je suis pas l'APIA, je m'excuse. Je suis géomètre expert en fait de formation et je co-dirige aujourd'hui une entreprise qui travaille dans le domaine de l'information spatiale et l'information géographique. Alors c'est quelque chose de pas très connu. En fait, notre métier, ça consiste à saisir de l'information géographique, spatiale, voire technique, de la traiter, de la structurer pour la représenter sous forme de plans, mais aussi maintenant sous forme de maquettes numériques en 3 dimensions, et de bases de données géographiques, techniques, spatiales, où on va associer à chaque élément géographique de l'information qui permet de qualifier l'information qu'on décrit. Et tout ça, c'est pour aider des gestionnaires techniques de réseaux, d'infrastructures, des aménageurs ou même des politiques à prendre des décisions sur comment gérer un territoire, comment gérer un réseau d'eau, un réseau d'assainissement. En fait, l'objectif, si on veut mettre un peu de sens à notre démarche, c'est la donnée qu'on fabrique sert à aider à construire ce qu'on pourrait appeler un monde plus durable et le monde de demain. Voilà. Je peux donner peut-être rapidement 2-3 exemples pour être un tout petit peu plus clair. Donc, notre métier, par exemple, on va intervenir pour cartographier en 3 dimensions des bâtiments, mais des ouvrages, des infrastructures, mais également des villes entières, voire des pays. C'est cette fameuse notion de jumeaux numériques, c'est-à-dire que par l'intermédiaire d'une maquette numérique en 3D, on va gérer de façon plus durable une infrastructure, un bâtiment, une région, etc. Mais on peut aussi réaliser des choses, des études d'exécution pour construire un tramway, construire une autoroute ou construire une LGV. Et tout à fait à l'autre bout, puisque mon métier c'est aussi celui de géomètre expert, on a capacité à sécuriser des titres de propriété, parce qu'en France on a de la chance, on a un cadastre, on a des hypothèques, on est propriétaire, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde, notamment dans les pays en développement, type en Afrique. Et donc mon métier, c'est aussi de comprendre comment marche le foncier et d'associer à cette propriété un titre qui empêche un petit agriculteur au fin fond du Sénégal ou du Maroc d'être exclu de son terrain du jour au lendemain parce que l'État en a décidé ainsi. Voilà, donc c'est un métier très varié. En fait, on intervient partout où les gens ont besoin d'avoir une représentation géographique, technique de leur patrimoine. Voilà, alors juste pour moi, et puis je finis. Moi, je suis rentré dans l'entreprise en 2000. Enfin, j'ai repris l'entreprise en 2000. Par contre, j'y suis rentré en tant que stagiaire en 89. Et si j'ai réussi à gravir un peu tous ces échelons, c'est parce qu'il y a des gens qui ont su me faire confiance et qui ont su s'appuyer sur moi pour petit à petit m'amener à un poste de responsabilité dans l'entreprise. Je crois que c'est le sujet du jour. Merci beaucoup. Philbert, je reviens à toi dans l'ouvrage que tu as écrit. En tant qu'auteur, quel constat majeur y dresses-tu? Les constats majeurs aussi au pluriel. D'abord, j'ai fait un constat affligeant, hein, d'accord. Alors j'aurai une bonne nouvelle, mais pour l'instant j'ai fait un constat affligeant, et plutôt c'est 2 études complémentaires qui ont fait ce constat. D'abord l'Institut Gallup, qui est bien connu mondialement, et l'Institut M'Information. Le premier, l'Institut Gallup, en 2017, a fait une étude mondiale sur l'engagement des collaborateurs. Et en France, 69% se disent désengagés, et 25% totalement désengagés. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. Et l'étude de M'Information, et là du coup en 2020, pendant le confinement, septembre 2020, auprès d'actifs, 92% des actifs ont exprimé le besoin de se reconvertir. Et donc on voit bien qu'il y a là une corrélation. Et moi, j'avais écrit le livre avant, mais ça tombe bien parce que ça vient compléter ce que je viens de dire. Alors, ça ne veut pas dire que ces gens qui sont désengagés sont des feignants ou des gens incompétents. C'est pas ça. Ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas satisfaits de leur évolution ou de l'exploitation de leur potentiel. Et c'est là, justement, que c'est intéressant, ou que l'entreprise peut faire mieux. D'accord ? Et parce que certains vont dire,
qui manquent de sens ou de perspective, et d'autres vont dire parce qu'ils ne travaillent pas de passion. As-tu été surpris de ces constats-là? Si je m'en tiens à mon évolution, pas trop, d'accord. Mais par contre, parce que 20 ans de ma propre évolution, j'ai vécu ça. On en parlera tout à l'heure, j'ai vécu cette injustice. Mais en tant que coach et mentor, oui, de plus en plus, j'ai vu ces tendances arriver de gens de plus en plus, comment dirais-je, angoissés, paumés. Et d'ailleurs, on voit bien les stats sur le burn-out qui augmentent de façon, pas dire exponentielle, mais assez aggravante, d'accord. Alors, j'ai quand même, parce que là, c'est le côté un peu négatif, mais j'ai quand même une bonne nouvelle, quand même, d'accord. C'est que la donne a changé, d'accord. C'est qu'aujourd'hui, les hauts potentiels formatés, qui avaient une certaine place, parce qu'on donnait beaucoup de place aux capacités intellectuelles, demain l'auront de façon plus équilibrée avec d'autres personnes, c'est-à-dire des collaborateurs ou qui ont du potentiel, qui seront capables de changer ou de s'adapter ou d'engager les autres dans une autre dynamique. Et je pense que ce ne sera certainement pas ceux qui ont fait le monde d'hier, en tout cas pas en totalité. Et donc comment on va accompagner, comment ces gens-là, on va les accompagner, parce que ce sont des talents cachés. Tout le monde n'a pas des capacités intellectuelles. Il y en a qui ont des capacités relationnelles, émotionnelles et opérationnelles. Et ces gens-là, c'est une richesse de l'entreprise. Parce que c'est une autre forme d'intelligence qui est aujourd'hui ignorée. Et c'est celle-ci dont je parle dans mon livre. Très bien, Philbert. Laure, dans ta grande carrière de DRH, qu'as-tu vécu de plus saillant? Ce que j'ai vécu en fait de plus saillant, c'est le passage de collaborateurs qui travaillaient pour gagner leur vie à des collaborateurs qui aujourd'hui ont des motivations au travail qui sont différentes, et en particulier ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui était la quête de sens. Et on a été confronté rapidement à des personnes qui disaient mais moi je veux donner du sens à ma vie. Et qu'est-ce que c'est que donner du sens à sa vie? C'est souvent pour un collaborateur d'avoir la reconnaissance qu'il mérite pour son engagement, justement. C'est de l'emmener et de lui faire adhérer à des valeurs de l'entreprise. Un collaborateur qui n'adhère pas aux valeurs de l'entreprise ne peut pas rester, et ne peut pas rester motivé, engagé. Voilà. Et en fait, c'est ce changement, ce passage de « je travaille pour gagner ma vie » à « je travaille pour avoir du sens et être connu, être bien », au fond. Très bien. Une deuxième question, Laure, c'est quel regard portes-tu sur la spécificité française qui fait faire état spontanément, même à 60 ans et plus parfois, de son diplôme obtenu à 20 ou 25? Alors c'est quelque chose qui me met très en colère. Et moi, je suis française de naissance, mais j'ai été éduquée aux États-Unis et au Moyen-Orient. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve injuste. Et c'est nécessaire de ne pas s'arc-bouter sur la formation. Je pense que acquérir de l'expérience et de la compétence au travail avec ses pairs, c'est quelque chose de très important. Et la spécificité française, en fait, tout le monde en rit. Il y a juste en France où on n'en rit pas. Donc, il va falloir que ça change. Merci Laure. Maintenant, je me tourne vers Sophie. Pourquoi est-il si important de traiter les talents au sens large? C'est-à-dire, je ne parle pas uniquement du diplôme, mais des hauts potentiels, mais aussi les autres individus. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, on est face à une véritable guerre de talents. Les entreprises veulent tous avoir des personnes avec des profils très prometteurs. Mais il y a aussi énormément de personnes qui sont là, qui veulent travailler, qui ont envie, en fait, de participer à la société en travaillant, mais que la société ne donne pas la chance. Par exemple, des personnes en situation de handicap, des seniors ou d'autres personnes qui ont un stigma qui fait que l'entreprise hésite de l'embaucher, pense que cette personne-là ne va pas être un bon manager, n'est pas quelqu'un qui peut monter dans l'entreprise. Donc, il y a une grande partie de la population qui a très envie de participer, mais qui, liée au stigma ou même des stéréotypes qu'on peut avoir, ne va pas être prise au travail.
Et pour peut-être rebondir sur les propos de Laure, je viens moi-même de Pays-Bas et on voit une grande différence aux Pays-Bas. On ne va pas être demandé ce qu'on a fait comme étude à 40 ans. Non, ce qu'on va regarder, c'est les compétences. Donc les compétences au sens large. Ce sont des compétences qu'on n'a pas nécessairement acquis à l'école. Ce sont les compétences qu'on a acquis dans notre vie quotidienne, dans d'autres secteurs, par exemple, dans une autre vie professionnelle qu'on a pu avoir avant, ou peut-être même dans notre vie personnelle, où forcément on monte tout le temps en compétences. On a acquis d'autres d'autres caractéristiques, d'autres compétences. Voilà, c'est ça. Et ce que nous voyons aux Pays-Bas, c'est que on regarde, on ne demande jamais les diplômes. Les diplômes indiquent seulement une capacité de réflexion. Après, on regarde la personne d'une façon beaucoup plus holistique. On regarde ce que la personne a fait et pas seulement ce que la personne a fait d'une façon scolaire. Et également, on a, je pense, cette idée que les compétences d'une personne ne sont pas statiques. On a l'impression qu'une fois qu'on a atteint le diplôme, regarde, ce que j'ai obtenu maintenant, je vais surfer sur ce diplôme toute ma carrière. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'employabilité ou la carrière, enfin, le même boulot à vie est démodé. Aujourd'hui, on change tous les 5 ans, 10 ans d'un secteur à l'autre. Et donc, il faut se former tout au long de notre carrière pour justement rester en contact avec les besoins qui évoluent également. Donc je pense que les compétences aujourd'hui sont quelque chose qu'on doit nourrir tout au long de la vie pour justement pouvoir s'adapter à un monde qui change tout le temps. Pour rebondir sur ce dernier point, Sophie, les compétences de vie, les vies personnelles, peuvent-elles être transposées au domaine professionnel? Par exemple, une mère de famille qui a élevé 5 enfants, par exemple. Oui, tout à fait. C'est exactement l'exemple que j'allais vous donner. J'ai eu contact avec une personne qui m'a dit, voilà, j'ai élevé 5 enfants quasiment toute seule et maintenant je vais reprendre le travail. Waouh, j'ai dit, bon courage, ça va être drôlement difficile. Non, elle a dit, mais pas du tout. J'ai acquis un grand scala de compétences pour résoudre des problèmes, gérer des conflits, gestion de temps, la patience. Ce sont plein des compétences qui sont très utiles dans le monde du travail. Et donc, en effet, elle a vendu en fait cette expérience telle quelle, et ça a bien marché. J'avoue, c'était en Angleterre. Et puis, elle est devenue manager et elle a eu une belle vie professionnelle. Parfait. Éric, comment gérez-vous la question de la guerre des talents chez Géophite? Vaste question. Oui, passe en effet. Nous, on est une entreprise de service. Donc, ce qui fait la valeur de notre entreprise, c'est les hommes qui la composent et certainement leurs compétences et leur sérieux. Donc, autant dire que c'est très important d'avoir des collaborateurs investis dans l'entreprise. Pour un chef d'entreprise, à mon avis, ce qui est compliqué, c'est qu'il a une stratégie, il a un objectif pour son entreprise et en même temps, il doit être à l'écoute de ses collaborateurs pour leur donner envie de travailler au sein de l'entreprise tout en gardant ses objectifs. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas forcément simple puisque les collaborateurs sont vraiment très demandeurs. Donc tout à l'heure, j'entendais parler de savoir-être, j'entendais parler de valeurs d'entreprise. Moi, je pense que l'entreprise doit être à l'écoute de ses salariés. Elle doit comprendre comment ils fonctionnent, elle doit leur donner un environnement de travail, elle doit leur donner des responsabilités, elle doit leur donner ce qu'ils attendent, parce que sinon elle ne gardera pas les talents, mais elle ne doit pas non plus se travestir, elle doit aussi garder son objectif et garder sa stratégie en ligne de mire. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit transparente et claire avec le collaborateur. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui ne comprend pas comment fonctionne l'entreprise, qui ne comprend pas ce qu'on lui demande, qui ne comprend pas là où on veut l'emmener, ne sera pas un bon collaborateur, il ne s'investira pas dans l'entreprise. Si on sait lui transmettre nos valeurs, nos objectifs, ça se passera beaucoup mieux. Après, autour de ça, il y a énormément de choses qui tournent, et je ne suis pas très original, mais on va faire des réunions de service, on va améliorer l'environnement de travail, on va mettre en place des accords de télétravail, enfin, des tas d'outils qui permettent de responsabiliser le collaborateur pour qu'il se sente bien dans l'entreprise. Mais c'est vraiment un état d'esprit, à mon avis, qu'il faut réussir à faire naître dans une entreprise. Très bien. Pour gérer l'impatience de la jeunesse, comment gérez-vous la personne qui a du potentiel mais qui n'a pas de poste immédiat pour lui? Comment vous le faites patienter ou comment vous l'exploitez à bon escient?
C'est pas évident parce que c'est vrai qu'on a certains jeunes qui sont un petit peu pressés, hein, ça c'est clair, et qui estiment avoir des compétences et qui aimeraient progresser rapidement dans l'entreprise. L'entreprise n'a pas forcément le même timing, hein, enfin, ça dépend un peu de la taille d'entreprise. J'ai encore de la chance, moi, parce que j'ai une entreprise en croissance, donc ça veut dire que j'ai des postes qui se libèrent ou j'ai des capacités à faire des promotions internes. J'ai quand même pas mal de talents, là, des jeunes dans l'entreprise, et j'ai plein d'exemples en tête. Pour les faire patienter, on leur explique. Moi, j'ai un truc bête, hein, c'est un joker peut-être, mais c'est ma vie à moi. C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans l'entreprise en tant que stagiaire et j'ai progressé. Donc, je leur raconte un petit peu la genèse de l'entreprise, ce qu'elle est devenue, d'où elle est partie, d'où elle est arrivée. Et je leur explique qu'il y a de la place pour tout le monde dans cette entreprise. Et je dis toujours que le salarié doit être... il doit être au service de son entreprise et c'est comme ça qu'il progressera. Ce n'est pas ceux qui demandent le plus qui ont forcément les meilleurs postes. D'accord. Je m'adresse alors. Peux-tu nous parler, quels sont pour toi les principaux drivers de la motivation ? Il me semble que dans ce que j'ai observé dans ma carrière, c'est que les drivers de la motivation, on pense souvent que c'est l'argent. C'est quelque chose qui arrive plutôt en fin de course et qui est peu durable, en fait. L'effet d'une augmentation, ça dure 3 semaines. Donc elle est dépensée, ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche, la motivation, c'est souvent effectivement donner du sens, c'est-à-dire dire aux collaborateurs qu'on apprécie ce qu'il fait, qu'on reconnaît. La reconnaissance, en France, on a une grosse difficulté à reconnaître publiquement des collaborateurs. Il faut les reconnaître dans leur travail, il faut les reconnaître devant leur pairs. Il faut les reconnaître devant leur pairs, c'est important. Et il me semble que c'est surtout faire en sorte qu'ils se sentent bien et leur donner, ce que dit Eric, un collaborateur qui attend, par exemple, parce qu'on n'a pas de poste devant lui, pour le motiver, ce que moi j'ai fait dans ma carrière, c'est que je leur ai donné des projets. Et publiquement, je leur ai demandé de présenter leurs projets devant leurs pairs, devant les équipes. Et en fait, ça leur donne vraiment de la motivation. Et ça, pour moi, c'est important. Très bien. On en a parlé un petit peu avant la réunion, il est très facile de valider les savoir-faire et très difficile de valider les savoir-être. Or, aujourd'hui, c'est de plus en plus important. Comment tu t'y es prise pour identifier ces savoir-être ? Alors, le savoir-être, pour moi, c'était assez facile dans la mesure où moi, j'étais dans une entreprise qui s'appelle Disney, qui a créé le savoir-être au début des années 90. Et on a identifié le savoir-être. C'est une notion que nous avions créée avec un consultant, avec un grand cabinet. Donc, on avait le savoir-faire et le savoir-être. Et le savoir-être, pour moi, c'est la capacité, en fait, à évoluer dans tout type de situation avec une attitude que je dirais positive, constructive. Aujourd'hui, je crois qu'on dirait que c'est une attitude inspirante, collaborative. Et ce savoir-être, c'est important. Le savoir-être est probablement presque plus important que le savoir-faire. Le savoir-faire, ça s'apprend. Le savoir-être, ça se développe. Et en tout cas, il y a des personnes qui n'ont pas de savoir-être. Et malheureusement, c'est des collaborateurs qu'on ne pourra pas garder. Et le savoir-être, c'est important de mettre des collaborateurs en situation. Et le fait de les mettre en situation, de faire des assessments, ils ont forcément des potentiels, ils ont forcément des points à développer. Et la force de l'employeur, c'est de savoir identifier ses compétences en devenir, ses potentialités à faire évoluer. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'employeur. Très bien, merci Laure. Philbert, tu as écrit ce livre à 60 ans. Ton livre « Libérer les talents », qui est une véritable ode à l'audace. À qui ton livre s'adresse-t-il ? Et plus largement, quel a été ton objectif principal ? Ode à l'audace, c'est peut-être un peu fort, mais... C'est moi qui le dis, j'ai le droit. Oui, d'accord. En tout cas, c'est peut-être pas pour rien si la préface a été écrite par Philippe Gabillet. Oui, ceux qui le connaissent, Philippe Gabillet, il est professeur d'école de commerce de Paris et il a écrit l'éloge de l'audace et il est le porte-parole des optimistes. Donc justement, mon message, il parle des talents mais beaucoup d'optimisme, c'est-à-dire cette capacité à rebondir. Et donc ça a été fait pour tous ceux qui souhaitent évoluer ou rebondir, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas forcément de capacité intellectuelle. Donc comment rebondir ? Et puis moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à tous les niveaux hiérarchiques, que j'ai pu vivre, il y avait beaucoup de gens qui étaient plus compétents que moi. Et ça, j'ai pas honte de le dire. Hein. Ils n'ont pas pu évoluer. Ça, c'est quand même une catastrophe, ça. C'est-à-dire que moi, j'arrive aujourd'hui, j'ai un doctorat, et
j'ai eu à tous les niveaux hiérarchiques des gens plus compétents que moi, et ils n'ont pas réussi à évoluer. Et dans toutes les entreprises que je vais, je coach des gens, et je vois plein de gens qui sont compétents et qui n'évoluent pas. Et on est en train de nous dire, il manque de compétences dans les entreprises. Là, il y a un problème, il y a un bug quelque part. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le sujet, parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais j'ai envie de jeter un pavé dans la mare quand même, hein, pour l'avoir vécu. Donc c'est à la fois pour ceux qui veulent rebondir, évoluer, mais c'est aussi pour tous les mentors, pour tous les managers qui ne savent pas comment faire évoluer justement, et émerger toutes ces richesses humaines, comment les accompagner. Parce qu'il faut une méthode, hein. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, peux-tu nous parler de la méthode, de la philosophie générale, de ta méthode d'écrire dans ton livre? Aujourd'hui, après 40 ans d'expérience, moi, ce que je veux démontrer, c'est que des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires et donner du sens à leur travail si, et encore si, leurs planètes sont alignées. Malheureusement, pour aligner ces planètes, il faut respecter un itinéraire. Et c'est ce que j'appelle cette méthode. Et cet itinéraire, c'est le sien. Ce n'est pas celui d'un autre. Et aujourd'hui, le problème, c'est que le système, en règle générale, il propose un chemin unique à des êtres différents. Alors moi, je propose des chemins différents à des êtres uniques. C'est ça, la démarche. C'est de faire différemment. D'accord, c'est ce que tu as voulu donner par cette méthode. Oui, et cette méthode-là, elle est relativement simple parce que ça fait appel du bon sens. Hein, moi, je dis déjà, il faut connaître son potentiel. Donc c'est le point de départ. 2, connaître son projet. À partir du moment qu'on connaît le point de départ, c'est la prise de conscience de ses capacités, comme disait Sophie, pas intellectuelle, hein, mais ses capacités, peut-être, ça peut être relationnel, etc. Et on connaît son projet, et c'est facile à écrire ça. Si vous lisez le livre, vous verrez. Après, il y a tout un chemin qui est long. C'est ça que je veux dire. Le chemin, beaucoup rêvent de tout de suite devenir responsable, mais il n'y a pas que responsable. Il y a aussi technicien, il y a plein d'autres choses. Et ce chemin qui est long, qui est des années, voire des décennies, il faut un moteur pour pas qu'il cale. Il faut un moteur pour tracer ce chemin. Et ce moteur, c'est la passion. Quand on est passionné, on n'abandonne pas. On tombe, mais on se relève. Et arrive un moment, le chemin est tellement long qu'il ne faut pas caler en cours de chemin. Et pour ne pas caler, il faut alimenter le moteur. Et le moteur, c'est le perfectionnement, c'est les connaissances. On va alimenter son moteur avec des connaissances. Vous voyez, c'est relativement simple. Point de départ, point d'arrivée, un moteur, la passion, et on l'alimente avec des connaissances en lien avec son projet. Très bien, merci Philbert. Sophie, en rebondissant sur certains propos de Laure concernant l'approche de différents pays avec des diplômes, quelle est l'origine de la différence de ces diplômes, de cette manière de voir les carrières? Je pense qu'en effet, il y a des aspects culturels qui jouent un rôle ici. On voit par exemple une dimension culturelle qui s'appelle l'incertitude. Et si la personne est plutôt à l'aise avec l'incertitude ou pas vraiment. En France, on l'est très très peu. Ça veut dire qu'on n'aime pas l'incertitude. On n'aime pas prendre des risques. On n'aime pas trop le changement. En tout cas, on est réticent. Et donc, ce qu'on voit dans les pays anglo-saxons, par exemple, mais également dans les pays scandinaves ou plutôt nordiques, c'est qu'ils sont très à l'aise avec cela. Donc, ça amène à une approche plutôt essayons et on s'adapte en faisant. Donc, c'est complètement différent. Donc, on peut donner la chance à quelqu'un, voir comment ça se passe et évoluer en cours de route pour voir si cette personne correspond en effet bien à une mission donnée. Donc je pense que c'est en effet c'est d'une part la culture et d'autre part aussi les systèmes éducatifs qui reflètent justement ces dimensions culturelles également, ou en rebondissant aussi sur ce que Philbert vient de nous expliquer, cette capacité à se connaître, à savoir qui suis-je, quelles sont mes compétences. Pas toujours qu'est-ce que je ne sais pas faire, mais qu'est-ce que je sais bien faire. Essayons d'adopter une approche positive de la personne, qui n'est pas que intellectuelle, mais qui est vraiment la personne dans sa globalité. Et je pense que dans beaucoup d'autres pays, on voit justement un système scolaire qui ne mène pas à l'échec, mais qui mène à la réussite, qui mène à devenir qui on est en fait déjà. Donc on cultive, comme une petite plante, on cultive la personne pour devenir la personne
qui était déjà en train de devenir. Cela veut dire aussi qu'après, sur le monde du travail, cette personne-là va faire quelque chose qu'il ou elle aime bien faire. Et c'est exactement ça qu'en général, qu'on sait bien faire. On est fort à ce qu'on aime. Et c'est ce qu'on fait souvent. Oui. Voilà. Merci. Eric, as-tu un exemple à donner d'un collaborateur non prometteur, mais que tu as réussi à faire évoluer professionnellement? Pourquoi vous me posez toujours des questions désagréables? Non, parce que ça existe aussi. Non, mais enfin, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est que je pense que dans une entreprise, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas besoin que de chefs. Je crois que ce que vous avez dit est important, c'est-à-dire qu'il faut dialoguer avec le collaborateur et comprendre ce qu'il cherche dans l'entreprise et son projet d'entreprise. Et à ce moment-là, le collaborateur se sent rassuré et il se sent investi, motivé et il réalise bien son travail. Après, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, tous mes responsables, enfin les responsables de l'entreprise, ne sont pas tous des grands diplômés. Hein. Moi, j'ai des gens qui sont partis d'un CAP qui sont aujourd'hui actionnaires de l'entreprise. Donc, et ça a été basé parce qu'ils ont su démontrer, et on a su leur faire confiance, de capacités qui ne sont pas que des capacités techniques, hein, mais qui sont des qualités managériales, qui sont des qualités relationnelles, qui sont aujourd'hui presque plus importante que, enfin, le savoir-être, tout à fait, ouais, c'est ça, ouais. La technique, ça s'apprend, vous l'avez dit tout à l'heure, le savoir-être, c'est un petit peu plus difficile. Et les gens qui ont du savoir-être, c'est pas forcément des gens diplômés ou pas diplômés, c'est des gens qui ont tout simplement du savoir-être, quoi. Voilà. Très bien. Je vais me retourner vers Laure pour poser une question sur le bien-être. Est-ce que les entreprises s'occupent bien du bien-être de leurs collaborateurs? Difficile de répondre à cette question en généralité. Très difficile de répondre en généralité. Donc, moi, en tant que DRH, je me suis toujours attachée au bien-être de mes collaborateurs. Et je pense que quand on est RH, on a le devoir de s'occuper des gens. Et si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire ce métier-là. Maintenant, il faut avoir du drive. Et avoir du drive, ce n'est pas facile. Donc, il faut avoir du courage. Et si on a des managers qui ne sont pas courageux, eh ben, ils n'auront pas des collaborateurs heureux et qui sont en bien-être. Et il me semble, dans ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les managers font preuve de peu de courage. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, et en tout cas moi je m'attache beaucoup, c'est à rendre le courage aux managers pour que le bien-être des collaborateurs soit au centre de leurs préoccupations. Et ça, c'est pas facile. Très bien. Une petite recette de cuisine pour le DRH. Et quels sont les meilleurs tests psychométriques selon toi? C'est aussi une bonne question, ça, parce que je pense qu'en fonction de ce qu'on cherche, on va peut-être utiliser un outil ou un autre. Moi, j'ai travaillé avec un outil que j'ai adoré qui s'appelait le Predictive Index, qui me permettait de travailler, de former mes managers de façon assez simple. Dans l'entreprise, tout le monde était formé, on avait le même langage. Je pense qu'au-delà d'un outil avec un nom, ce qui est important, c'est de le partager et de pouvoir avoir un langage commun, de se dire celui-ci est plutôt dans l'empathie ou pas dans l'empathie, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Il est plutôt dans la communication, il est plutôt dans le commercial. Qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Et je pense que le plus important, c'est de partager cet outil et qu'on le mette en commun en fonction de ce qu'on souhaite obtenir dans l'entreprise. Pour moi, un outil psychométrique, ça va nous aider à ne pas recruter des clones. La grosse difficulté, c'est voilà, moi je suis bleu, alors je vais recruter un bleu. Eh bien, on oublie ça. Mettons toute la palette de couleurs dans nos équipes, et là, on aura des gens heureux. Il faut mélanger le sang. C'est ça. Voilà. Diversité. Philbert, qu'as-tu voulu donner par cette méthode que tu as développée pour que les gens révèlent leur talent? Alors, bon, moi, j'ai voulu donner de l'espoir. Hein. Avant tout, c'est ça, encore, ce côté optimiste. Hein. C'est pour ça que Philippe Gabillet a tenu à faire cette préface. J'ai voulu donner de l'espoir parce que j'ai vécu dans un carcan familial, insulaire et professionnel. Donc, on écarte les deux premiers parce que ce n'est pas l'objet. Je ferai... Pour les deux autres, je me soigne, comme on dit. Et carcan professionnel, je vous en ai parlé. C'est avec, malheureusement, ces différentes capacités qu'on ne tient pas compte. Moi, j'ai voulu donner de l'espoir parce que... et une méthode. Et la méthode, c'est pour passer les saisons riches et les saisons pauvres. Pensez bien que quand j'ai fait 20 ans de cours du soir, au départ, on veut tous être ingénieur. On n'a même pas un bac, n'importe quoi. Mais à l'arrivée, on est 100 000. Au départ, on est 100 000.
À la fin, à l'arrivée, il y en a 1000 qui ont le diplôme d'ingénieur, et puis avec une mention, il y a une centaine. D'accord ? Ce n'est pas les 1000 plus intelligents qui sont arrivés au bout. Hein. C'est ceux qui ont respecté une hygiène de vie et une certaine méthode. Et c'est cette méthode que je veux demander à passer les saisons riches comme les saisons pauvres. Et le problème, encore une fois, c'est que les gens, il y a beaucoup de personnes qui regardent un peu trop, qui rêvent un peu trop, parce qu'ils ne se connaissent pas. Quand je vois des modèles, alors c'est vrai qu'on parle souvent de sportifs, on parle souvent de personnes très intelligentes, mais tout le monde n'est pas Carl Lewis et tout le monde n'est pas Alfred Einstein. Donc vouloir se comparer, tout le monde n'a pas l'ADN pour. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et le fait de dire, vous pouvez faire ça, il y a une frustration qui vient, qui peut naître. Par contre, de dire à quelqu'un d'ordinaire, passe à l'étape au-dessus avec de la méthode, quel est ton projet ? De faire une première étape, ça c'est encourageant. Mais il ne faut pas abandonner. J'aime bien, je raconte souvent ça, et certains rigolent, d'autres rigolent pas, mais c'est pas grave, je vais quand même le dire, souvent avant l'été, souvent les dames d'ailleurs, hein, on fait un régime, d'accord, sur les plages, de façon... Non mais je dis souvent, attendez, mais attendez... C'est très sexiste, hein, c'est très sexiste. Mais attends, parce qu'il y en a pour les hommes. Attends, il y en a pour les hommes après. Donc, arrivé pendant les vacances, les hommes, eux, par contre, sur la plage ou ailleurs, eux, ils font l'entraînement. C'est-à-dire, ils commencent leur jogging, ils sont... ou du sport, ça y est. Donc, arrivé l'automne, on continue, mais c'est moins fréquent. L'hiver arrive, il fait nuit, il fait froid, on est fatigué. Et les gens abandonnent, souvent. Eh bien voilà, moi la méthode, elle évite d'abandonner. C'est fait pour tous ceux qui n'ont pas été capables, qui intellectuellement n'étaient pas capables, et s'ils respectent la méthode, ils n'abandonnent pas. Et les centaines de personnes que j'ai accompagnées, qui témoignent dans le livre et dans le site, n'ont pas abandonné. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui manquent de compétences ont besoin des gens qui aient le courage de grandir avec l'entreprise, que le courage... mais il faut les accompagner pour ce courage-là, pour pas qu'ils abandonnent. Et il faut donner aussi la méthode aux mentors et aux managers pour les aider, ces gens-là, pour pas qu'ils abandonnent. Vous voyez, c'est tout un cercle vertueux, tout ça. Très bien, Philbert. Je rebondis justement sur ce que tu viens de nous dire. Pourrais-tu nous donner un ou deux exemples de méthodes et de réussites associées ? Et quelles sont celles que tu as trouvées le plus remarquables ? Je vais poser la même question après, quand Philbert sera intervenu alors, pour nous donner des exemples de gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. D'accord. Alors, moi, je peux en donner quelques centaines qui n'étaient pas nécessairement citées. Je vais commencer par deux. C'est important. Je vais commencer par deux très complémentaires et très différents. Je vais vous parler de Mohamed, informaticien. Et puis après, de Bertrand, responsable d'études. Pour voir la comparaison. Une entreprise régionale très connue dans l'Ouest, enfin même dans la région Pays de Loire, me consulte pour recruter un informaticien parce qu'ils ont la lourde charge de transformer tout le système informatique et les acteurs qui vont avec, mais les acteurs internes et externes. Enjeu hyper important, hein, stratégique. Donc, évidemment, je recrute le mouton à 5 pattes, mais j'en vois qu'un. Et ce mouton à 5 pattes, Mohamed, il a des capacités d'analyse de 9 sur 10, donc capacité d'analyser tout ce qui ne va pas, et une capacité d'innovation de 10 sur 10, enfin avec les profils dont tu as parlé tout à l'heure. Peu importe l'outil, mais 10 sur 10. Et capable, donc, en termes d'innovation, capable de transformer, d'avoir de nouveaux schémas. Par contre, les capacités de communication de 4 sur 10. C'est-à-dire qu'il ne sera pas capable de vendre ou de communiquer sur le projet. Donc c'est un inconvénient. Je présente quand même ce candidat, et le dirigeant, le PDG, me dit tout de suite naturellement, effectivement, il en a sous le pied, mais enfin, en termes de look et en termes de communication, je pense que ça ne va pas se faire. Bon, ben, j'ai dit, écoute, essaie quand même, et on verra. Quelques mois après, il devient directeur informatique. 2 ans après, il prend en plus la direction des achats, en plus la direction technique, et encore une année après, il a la branche d'un pays entier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne-là, elle ne voyait pas qu'elle avait des capacités de leadership. À cause de cette carence de communication. Il doutait de lui. Et le jour qu'il a pris conscience qu'il avait ces capacités-là, à la fois d'innover et puis de négocier, il a tout chamboulé. Hein. Et tout s'est passé.
Et si je prends un autre cas qui sera plus court, c'est Bertrand. Bertrand, lui, était responsable des études. Et puis il me dit, Philbert, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Bon, très bien. Mais je ne sais pas quoi et comment. Ouais, c'est pas facile. Donc j'ai dit, on va commencer par une des méthodes que je décris dans le livre. Tu vas te paxer avec l'avenir, ça veut dire paxer, planifié, ambitieux, concret, qui a du sens et évaluable. Donc ça va déjà t'aider pour définir ton projet. Et par rapport à ce projet-là, on a identifié après ses capacités naturelles en adéquation avec ça, le potentiel. Et on a vu qu'il y avait de vraies carences. Mais on a vu des vraies forces. Donc on a adapté le projet par rapport à ses forces. Et on a compensé par du recrutement sur ses forces naturelles, sur ses faiblesses. Aujourd'hui, au bout de 3 ans, il a atteint les objectifs, il a recruté, etc. Et ça marche très très bien. Voilà. Merci Philbert. À toi alors de me dire les exemples que tu as eus dans ta carrière de gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Je ne sais pas si on peut donner des exemples à chaque fois. Je pense que, honnêtement, Philbert a donné plein de jolis exemples. Moi, dans les entreprises dans lesquelles j'ai œuvré, je dirais surtout que je me suis attachée à ce qu'on donne la chance aux collaborateurs et qu'on mette en œuvre les entretiens nécessaires à un collaborateur pour qu'il se connaisse, pour qu'il ait confiance en lui ou en elle, et qu'on le suive au long du temps. C'est du temps long, ce n'est pas du temps court. Donc moi, ce que j'ai mis en place, c'est... on parle toujours du suivi des dirigeants, des high potentiels. Moi, je pense que, oui, tout le monde sait faire, donc on ne va pas en parler maintenant. Moi, ce que j'ai fait, j'ai œuvré aussi avec les ouvriers, les employés, les techniciens, les agents de maîtrise. Ils avaient des entretiens tous les ans avec leur patron. Et ce que j'ai souhaité, c'est que les patrons partagent entre eux. C'est au niveau du comité de direction. On met tout le monde et à un moment donné, on fait un comité d'évaluation des ressources de l'entreprise et on parle de tous ces collaborateurs qui ont des talents et qu'on ne voit pas. Il faut les voir, il faut en parler et il faut partager. Et imaginons que nous soyons les 5 ensemble dans un comité de direction, et bien on parlerait chacun de nos équipes. Et comme ça, tout le monde sera au courant. Et tout le monde a interagi avec l'un ou l'autre. Et qu'on soit sur une entreprise, honnêtement, de 100 personnes, de 1000 personnes ou de 50 000 personnes. C'est possible. Donc, faisons-le. Merci Laure. Je vais me tourner vers Sophie, notamment en parlant du développement de la carrière en concomitance avec la progression linéaire. Quel changement de méthode, notamment avec l'aide externe, peux-tu nous recommander pour répondre aux aspirations des collaborateurs ? Je pense que ça reprend ce que Laure nous a dit juste avant aussi. Il faut d'abord communiquer. Il ne faut pas avoir penser, savoir à la place du collaborateur, parce que c'est ce qui se passe très souvent. Il faut donc tout simplement demander ce que la personne a envie de faire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on fait d'ailleurs ici à l'école, c'est qu'on fait appel à un cabinet RH extérieur à l'entreprise pour faire un entretien professionnel qui n'est donc pas une évaluation, qui ne parle pas de si on fait bien notre travail ou pas, mais qui est là pour nous faire réfléchir sur ce qu'on veut faire dans l'avenir. Donc, ça peut être dans le même secteur de l'entreprise, mais aussi au-delà. Est-ce qu'on va être formé ou est-ce qu'on se voit dans 5, 10, 15 ans et je pense que c'est un dialogue, en effet, dans le long terme qui se fait constamment d'une façon formelle et informelle pour vraiment comprendre ce que la personne veut. On a par exemple étudié la question de la démotion, qui est donc l'opposé d'une promotion, et dont on parle peu, c'est un peu tabou, mais on se rend compte que quand cette démotion est volontaire, la personne est très contente. La personne est très contente, il ou elle fait quelque chose qu'il a envie de faire, ça correspond à ses besoins aussi bien professionnels que personnels, à un certain stade de vie, par exemple. Et il faut savoir que si on fait la démotion d'une personne, on la met dans un rang plus bas qu'auparavant, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'a pas peut-être envie de remonter 5 ou 10 ans plus tard si la situation personnelle de cette personne change. Très bien, Sophie. On a parlé tout à l'heure du courage managérial. Laure en a beaucoup parlé. Comment, selon toi, favoriser le courage managérial pour modifier la pratique de la gestion des talents ?
Je pense que on a un panel assez exceptionnel ici parce que j'entends beaucoup de choses, ce que la science nous démontre aussi. Parce que forcément, la science démontre plein de choses et de temps en temps, on voit que les entreprises ont du mal à l'appliquer. Par exemple, on en a un petit peu parlé avant, le fait que quand on donne à une personne, quand on donne sa chance, la chance, comme par exemple toi, Eric, on redonne. On a envie de redonner à l'entreprise. Tout à fait, c'est en lien avec la théorie de l'échange social. Mais aussi, il y a eu en fait énormément d'exemples. Pareil pour les questions de diversité. On sait qu'on ne veut pas un clone. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais c'est exactement ça. On sait qu'une entreprise diverse, avec des employés de tout horizon, est plus innovante, plus créative, plus performante, peut entrer dans des nouveaux marchés, les collaborateurs sont plus heureux. Donc, il y a tout un scala de conséquences positives, aussi bien pour l'entreprise que pour le collaborateur, que démontre la science, et on espère que les entreprises, en effet, prennent ça, regardent ce que la recherche nous montre aussi, pour justement améliorer la situation pour tout le monde. Merci Sophie. Eric, as-tu évalué le retour sur investissement concernant l'accompagnement des talents ? Juste un constat peut-être, entreprise de service, comme je l'ai dit, donc notre valeur ajoutée, ce sont les hommes et ce sont les talents qui composent l'entreprise. En 2000, quand j'ai repris l'entreprise, on était 100, aujourd'hui on est 1000. Donc ça veut dire que j'ai fait confiance à des gens très différents de moi, et je pense que rien que ce chiffre permet de dire que le retour sur investissement, il est monstrueux. Donc oui, bien sûr, et j'ai envie de dire que dans 100% des cas, quand on fait confiance à quelqu'un qui sait redonner à l'entreprise, il a confiance en lui, son métier lui plaît, il donne à l'entreprise, il satisfait ses clients, et puis voilà, tout se passe bien. Donc oui, le retour sur investissement est là, tout simplement. Un petit côté volet social. Enfin, comment fait-on pour reconstruire les laissés pour compte qui arrivent dans le milieu professionnel? Il y en a beaucoup. Oui. N'est-ce pas une opportunité pour l'entreprise? Sûrement. Mais c'est vrai, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est pas tellement ça arrive aujourd'hui, hein, et je pense que l'État met en place des règles qui incitent fortement les entreprises à aller vers des travailleurs handicapés, vers de la mixité, vers beaucoup de choses. Je crois que c'est en tout cas dans mon entreprise, c'est certainement une piste de progrès énorme, puisque je pense qu'aujourd'hui on ne le fait pas assez, tout simplement. Donc je n'ai pas beaucoup d'exemples à donner de ce côté-là. Je m'excuse. Non mais t'en prie. Voilà. Philbert, on va terminer par une question. Quelle contribution un administrateur indépendant pourrait apporter pour identifier et surtout fidéliser des talents? Alors, la question tombe à pic parce que je regarde en même temps l'écran et je vois que cette question est posée. L'administrateur indépendant, il est neutre. Donc il a un rôle majeur à jouer au sein de l'entreprise. Et ce rôle peut se traduire par plusieurs missions au travers de la sécurisation et le développement des talents. Je vais en donner 3, par exemple. Il peut y avoir une mission pédagogique, une mission diagnostique et une mission mentoring. Si je prends la mission pédagogique, c'est de faire tout simplement ce que je viens de expliquer aujourd'hui au conseil d'administration ou à l'encadrement. Ça, c'est pas impossible. La mission diagnostique, l'administrateur indépendant peut très bien animer un comité stratégique, comme l'a dit Yves tout à l'heure, on est aussi habilité à faire ça, sur, par exemple, on va dire, les talents de l'entreprise à l'horizon de 2030. Et en même temps, quel est le processus de développement et de fidélisation des talents qu'on voudrait, en prenant en compte, par exemple, l'intégration, le recrutement d'abord, intégration, évolution, mutation, démotion, je viens de l'apprendre, et séparation. Et puis, il y a le troisième mission qui pourrait être un rôle de mentoring, ou de mentorat, si vous préférez. C'est-à-dire que l'administrateur indépendant pourrait former des mentors
en interne. Et ces mentors-là auraient justement la charge d'initier ce que j'appelle le cercle vertueux. Le cercle vertueux, c'est il y a des jeunes qui arrivent. On se plaint qu'il n'y a pas de compétences, mais on en perd beaucoup, déjà. Donc déjà, les jeunes qui arrivent, s'ils sont mentorés par des seniors, eh ben, ça les sécurise. Deuxièmement, le mentor, lui, il est valorisé. Il y a une reconnaissance qui se fait. Parce qu'à un certain âge, ce n'est pas l'argent qu'ils demandent, c'est la reconnaissance. Et en plus, quand ils partent à la retraite, ils partent avec leur savoir-faire. Donc, ces mentors-là vont transmettre. Et puis du coup, eh ben, le fait que les jeunes, enfin le senior et le junior travaillent ensemble, ben, le jeune, il va arrêter de dire le vieux con, et puis l'autre, il va dire le jeune branleur, quoi. Et du coup, on va réduire les tensions, les conflits intergénérationnels. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire là? Donc on est en train d'améliorer tout ça. Donc c'est un cercle vertueux. Et donc l'administrateur indépendant peut contribuer. Il n'est pas obligé de connaître les 3 missions, mais c'est peut-être et où. Merci Philbert. On va terminer par Laure. Sur cette question, quelle serait, Laure, ta recommandation numéro 1 pour la meilleure contribution possible à l'administrateur? On est d'accord que c'est dans le cas des talents. D'accord. Pour moi, dans ce que moi j'ai observé de ce que j'ai mis en place et qui a réussi, c'est en tant qu'administrateur indépendant, c'est d'avoir aussi le courage de dire qu'il est nécessaire de regarder les talents. Il est nécessaire de faire des points d'arrêt sur quels sont les talents que nous avons dans l'entreprise, quels sont ceux qu'on aimerait avoir. Prenons le temps de la réflexion. Où nous emmène le monde aujourd'hui? Quelles sont les attentes des jeunes? Quelles sont les attentes des seniors? On a une responsabilité en tant qu'administrateur sur la globalité des talents qu'on a dans l'entreprise. Philbert a parlé beaucoup des talents cachés. Moi, je vais parler des talents en général. Il y a des talents qu'on laisse partir. Et comment est-ce qu'on peut autoriser certains talents à partir parce qu'on n'a pas su les garder? Ou est-ce qu'il y a des talents la démotion, c'est effectivement, moi je dis pas ça une démotion parce que en tant que RH, la démotion pour moi c'est une sanction. Donc une sanction négative qui est illégale ou qui il y a une cause. Mais quelqu'un qui souhaite à un moment donné se mettre un peu en côté et en retrait, c'est important. Et il faut leur donner la possibilité et dire ça n'est pas difficile, ça n'est pas grave. On a tous des moments où on a besoin d'espace de respiration. Donc la recommandation, c'est de s'occuper des gens qui sont... C'est la ressource principale de l'entreprise, ce sont les hommes et les femmes, évidemment, mais les hommes en général. Voilà. Merci Laure. On va passer peut-être maintenant aux questions avec les gens qui sont dans la salle. Si vous avez certaines questions... il y a également... oui, pardon, excusez-moi. Alors, une question de Maxence Guérin. Dans un cas de figure, si la personne veut bien... dans un cas de figure où la société ne dispose pas d'évolution de carrière possible et que la société identifie plusieurs talents souhaitant évoluer, comment gérer la frustration possible et ce cas de figure ne peut-il pas se retourner contre la société? Eric, oui. Moi, je dirais qu'il faut discuter avec la personne et comprendre ses motivations et bien comprendre ce qu'il attend de l'entreprise. On ne peut pas faire des miracles non plus. Hein. Donc, à un certain moment, si on se rend compte que ça ne matche pas entre l'entreprise et le collaborateur parce qu'il ne peut pas déployer ses talents au sein de l'entreprise, il faut l'autoriser à partir. On peut aussi travailler avec lui sur un projet d'entreprise à côté, hein, sur de la spin-off ou sur autre chose, quoi. Il y a pas mal de choses à faire, mais on ne peut pas empêcher un âne de boire s'il a envie de boire, donc on ne peut pas empêcher un collaborateur de partir. Il faut accepter ça dans l'entreprise aussi. On ne peut pas donner satisfaction à tous les collaborateurs, c'est pas possible. Tu as quelque chose à rajouter? Je suis complètement d'accord avec Eric, et puis d'une manière générale, moi je trouve qu'un collaborateur qui va à l'extérieur, c'est plutôt une bonne idée, parce qu'il va prendre de la fraîcheur, il va prendre un peu de coffre, etc. Et moi j'ai été dans des entreprises où on réembauchait des collaborateurs 5, 10 ans après, et on était très contents parce qu'ils connaissaient l'entreprise, ils connaissaient ce valeur, il avait pris un peu d'ampleur, de recul, et tant mieux, ça c'est très bien. Et puis il y a aussi, quand on doit le faire attendre peut-être 1 ou 2 ans,
le projet ou l'envoyer en formation sur un programme différent ou lui demander s'il n'a pas envie de faire un autre job et de le mettre en apprentissage dans l'entreprise sur un autre job. Donc il y a plein de choses à faire. Juste pour rebondir, moi soyons créatifs. Oui, tout à fait. Oui. Mais j'ai au moins une dizaine de collaborateurs dans l'entreprise qui sont partis et qui sont revenus. Voilà. Et là, je peux vous dire que c'est des collaborateurs motivés et qui font bien avancer le projet d'entreprise, quoi. Très bien. Encore faut-il qu'ils partent dans de bonnes conditions. Alors, il ne faut jamais se fâcher avec un collaborateur. Bien sûr. Eric, je vais venir chez toi. Une question pour Sophie. Chez Audencia, dans quel cursus la gouvernance est-elle enseignée ? Partout, forcément. Une école de commerce, oui, bien sûr, ça c'est absolument partout. Nous sommes une école de management, donc la gouvernance est enseignée sous toutes ses formes, dans tous les cursus. Très bien. Je n'ai pas de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non ? Oui ? Ah, un micro pour madame. Je crois que tu as le seul micro qui bouge. Excuse-moi. Tu n'as pas de fil, toi ? Ah oui, il y en a un, oui. Il faut le nettoyer alors. Attends, il faut le nettoyer parce que on est les règles sanitaires. Voilà, non mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Voilà. Oui, moi je voulais rebondir sur la question qui vient d'être posée, qui était effectivement une de mes réflexions. On parle toujours dans les entreprises de recrutement et je trouve que alors c'est effectivement l'essentiel de l'activité du recrutement, recruter des talents. Mais je crois qu'on devrait essayer de faire plus attention aux sorties des collaborateurs, que ça soit licenciement, que ça soit perte de motivation, que ça soit pas de job qui correspondent à la personne et à son évolution. Et on devrait savoir mieux accompagner des gens qui partent, parce que c'est un rôle systémique aussi des entreprises, parce que si on accompagne mieux les talents, ils arriveront mieux à retrouver des pépinières où ils pourront se redéployer demain. Et globalement, je trouve que l'entreprise, en plus, on pourrait croire que c'est très altruiste et que ce n'est pas rentable, mais c'est excessivement rentable parce que on en a qui reviennent 10 ans après, ou aussi le regard des autres collaborateurs dans l'entreprise change en disant ils respectent les personnes et je voulais avoir un petit peu le ressenti peut-être de Laure et d'Éric. Moi, en tant que chef d'entreprise, ça a été ma seule fierté. Ça n'a pas été l'évolution du chiffre d'affaires, etc. Je n'ai jamais licencié personne. J'ai toujours placé des gens qui n'avaient plus de projet chez nous, parce qu'il peut y avoir des trucs économiques, il peut y avoir plein de choses. Ils n'avaient plus de projet, et en fait, on les a parfois gardés 1 an en trop, le temps qu'on leur trouve un projet à leur dimension, et ce sont devenus soit des clients, soit des prescripteurs, Et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les entreprises. Alors, je pense que vous avez raison. Dans les expériences que j'ai eues et dans ce que j'ai géré, que ce soit en tant qu'administrateur ou en tant que DRH ou en tant que chef d'entreprise quand j'avais ma boîte, c'est que de s'attacher au départ correct des collaborateurs et dans le cas de l'expérience des collaborateurs, c'est que la sortie est un élément important. Et quand on a des volumes, parce qu'il faut aussi parler des volumes, quand on a des gros volumes dans des entreprises saisonnières, par exemple, on a des volumes l'été, c'est savoir comment les gens s'en vont. Et on fait des enquêtes, c'est pas les enquêtes de sortie au moment où ils partent, c'est les enquêtes de sortie 3-6 mois après, pour savoir quelles sont les raisons réelles du départ ou de leur motivation à revenir. Je pense que c'est important, vous avez raison, et c'est un sujet qui est souvent mal servi. Et il faut y travailler, certainement. Merci. Alors, une question par Madame Isabelle Delarbre. Comment voyez-vous l'influence de l'administrateur sur le développement, la mobilité et la formation des personnels ? Philbert ? Moi, j'ai dit tout à l'heure, en fonction de mon domaine de compétences, un comité stratégique permet déjà de faire participer un grand nombre de
des RH, de l'encadrement, toutes les personnes clés, quoi, les faire participer pour voir justement les axes de travail qu'il y a à faire. C'est-à-dire que lui, il est neutre, c'est ça l'avantage. Donc il va animer avec cette idée justement par rapport à quelles sont les compétences de demain. Là encore une fois, il faut une cible. C'est-à-dire, si on dit les compétences de 2030, les compétences de 2030, c'est par rapport à une stratégie qui a été faite par l'entreprise. Eh bien, lui, son cahier des charges, c'est d'animer avec les acteurs clés là-dessus. C'est-à-dire, voilà. Pour rebondir sur la stratégie, un comité stratégique il est difficile de le faire partager à l'ensemble, à l'entièreté de l'entreprise. Comment t'y prends-tu, même si c'est souhaitable qu'une plus large élaboration soit confiée, comment tu t'y prends On peut poser la question à Eric. Comment tu t'y prends Makram pourrait répondre là parce qu'il m'a appris à faire ça. Donc, très bien. Non, mais très globalement, je pense que c'est souhaitable. Aujourd'hui, il faut partager. Oui, il faut partager, oui, exactement. Non, mais je pense qu'il est vraiment important de faire participer d'une façon ou une autre l'ensemble des collaborateurs à la vie de l'entreprise. Et puis il y a des idées toutes simples et qui fonctionnent très bien. Il y a eu la boîte à idées où on a laissé les gens s'exprimer, puis on a répondu à ces gens en direct et on a pris un certain nombre d'actions en fonction des demandes qu'il y avait. Ça, c'est des actions assez générales, mais il y a aussi la capacité à demander à des collaborateurs de proposer des projets un peu plus ambitieux, des projets entrepreneuriaux. Et là, il y a eu aussi de belles réponses et qui nous ont fait progresser dans nos choix et dans l'entreprise. Voilà ce que je pourrais répondre à ça. Très bien, merci. Et merci Makram. Pardon Sophie, tu veux rajouter quelque chose? J'aurais bien voulu rajouter quelque chose à vous, madame, quand j'ai parlé de la sortie des collaborateurs. Je pense qu'il est important aussi, c'est qu'on regarde pas seulement les gens qui partent, mais aussi les gens qui restent. Et ça s'appelle l'appreciative inquiry. En fait, c'est une sorte de technique où on va demander pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous êtes resté dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous aimez? Donc c'est vraiment tout ce côté très positif. Donc pas dire qu'est-ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qui va bien. Quel est votre rêve pour l'entreprise? Où est-ce que vous voyez l'entreprise dans 10 ans? Qu'est-ce qui vous motive le matin pour sortir du lit, aller au travail? Et je pense que là aussi, ça peut être intéressant de ne pas toujours se focaliser sur ce qui ne va pas, mais sur ce qui va bien et de capitaliser sur ces points forts de l'entreprise. En vieux français, thésauriser. Ah bon, je connais pas. Ça fait chic. Juste un point quand même. Quand on est une entreprise en croissance, on a aussi tendance à recruter et à faire passer des gens de l'extérieur à des postes clés, alors qu'en interne, ça se trouve avec un peu de formation ou avec un peu de connaissance des profils, on pourrait faire progresser des gens en interne. Il faut être très très prudent par rapport à ça, et aujourd'hui c'est un peu la tendance, et en plus cette tendance elle est doublée puisque les postes sont en tension. Les gens qui rentrent dans une entreprise, certes il y a le projet d'entreprise, mais ils sont quand même quelquefois bien mieux payés que ceux qui sont là depuis très longtemps, et donc ça c'est des choses qui sont très très compliquées à gérer. Et donc il faut être très attentif à tout ça. C'est veiller à l'équité de la rémunération, que ce soit en interne ou en externe. Exactement, ouais, voilà. Très bien. Comment t'y prenais-tu pour faire ça? Alors moi, j'ai toujours veillé à ce que les gens qui viennent de l'extérieur ne soient pas surpayés par rapport à ceux de l'interne. Mais c'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile parce que quand on est en grande tension sur un métier donné, ça veut dire qu'on va être, pour pouvoir attirer quelqu'un, faire sortir quelqu'un d'une entreprise pour arriver dans une autre, il va falloir le rémunérer, il faut l'attirer. Donc ça peut être difficile. Donc il faut être vigilant, mais c'est peut-être le moment de revoir la politique de rémunération de l'entreprise ou de revoir un certain nombre de variables ou de travailler sur, je sais pas moi, une politique de mutuelle qui sera meilleure, ou de travailler sur faire un accord d'intéressement, par exemple. Quitte à renoncer à un énorme talent s'il est payé trop cher par rapport à la grille salariale. Quitte à renoncer à un énorme talent. S'il est vraiment trop cher, c'est une diva, donc il n'est peut-être pas très bon pour l'entreprise. On va dire ça comme ça. Notre hôte a une question à poser, Makram. Oui, juste une question, peut-être que le sujet il est un peu en parallèle de ce qui a été annoncé, mais est-ce que cette lecture de l'accompagnement des talents et de l'identification de la bonne combinaison des talents, est-ce qu'elle peut s'appliquer à un conseil d'administration? Est-ce qu'aujourd'hui, pour s'assurer que
la dynamique du pilotage, de l'analyse des risques. Elle intègre justement cette dimension talent, accompagnement des talents. Est-ce qu'on peut aussi partager des bonnes pratiques sur l'ouverture d'un conseil d'administration à d'autres talents qui vont permettre justement d'apporter cette richesse et cette capacité de suivi? Laure. Oui, Makram, merci de ta question. Je peux répondre parce que j'étais chasseur de tête, en fait, et en tant que chasseur de tête, j'ai beaucoup travaillé sur le recrutement des administrateurs. Et ce qui est important, c'est, encore une fois, c'est d'appliquer les mêmes règles, ne pas avoir des clones. Et c'est peut-être la difficulté qu'ont rencontré les conseils d'administration un peu à la papa, entre guillemets, qui était par copinage, qui était par recommandation personnelle, par cooptation trop proche. Et donc aujourd'hui, souvent, fréquemment, je ne dis pas tout le temps, mais fréquemment, les conseils d'administration, on essaie de les construire avec diversité et avec des talents différents. Voilà. Et ça demande, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail parce que c'est pas forcément facile et ça prend du temps. Philbert, Alors, tu veux compléter? En complément, merci Makram, parce que ça fait venir des gens comme nous, du 109. Effectivement, on peut faire venir d'autres administrateurs indépendants. Tout ça, ça va dépendre de la stratégie aussi d'entreprise. Parce que si la stratégie est de se développer à l'international, peut-être qu'il faudra des compétences internationales, effectivement. Mais on a quand même intérêt à ce qu'on ait un conseil d'administration avec des administrateurs assez variés et puis complémentaires. C'est surtout ça. Cette complémentarité est importante. Et aujourd'hui, on voit bien que cette notion de talent, en tout cas les administrateurs avec cette casquette ou cette appétence talent, n'est peut-être pas suffisamment développée. Est-ce que je peux me permettre un petit complément? Bien sûr, Yves. Je pense que, et on rentre en plein dans la mission de l'administrateur indépendant, si je peux me permettre, c'est que justement, n'allons pas confondre l'administrateur indépendant comme un expert et qu'on constitue un comité stratégique qui serait truffé de très bons experts et qu'on n'ait pas pensé à faire un comité stratégique dans lequel on va faire exprimer. Parce qu'on parle de talent, mais c'est aussi, on peut, en recrutant un administrateur indépendant, aller chercher la personne qui va permettre d'exprimer justement cette complémentarité par la capacité d'animation. Puis je voudrais dire une dernière chose. Je pense qu'un des rôles aussi de l'administrateur indépendant, c'est qu'on parle beaucoup dans les conseils, dans les comités stratégiques, de reporting, de tableau de bord, j'en passe et des meilleurs. Mais l'administrateur indépendant, il doit veiller à ce qu'il y ait bien aussi un reporting et un tableau de bord sociométrique et qui mesure l'évolution. Est-ce qu'on a eu plus de turnover? Est-ce que les remontées des entretiens individuels sont positifs? Est-ce qu'on va dans une tendance? Est-ce qu'on exprime? Je pense qu'aussi, là, on est, si je peux me permettre, on est dans le rôle de l'administrateur indépendant et c'est un petit peu une des vocations de l'APIA, si je peux me permettre. Oui, tout ce qui se mesure s'améliore. Merci Yves pour ce commentaire. Une question encore. Quels sont les talents particuliers des administrateurs présents dans les conseils d'administration ou les comités stratégiques? Je sais pas. Dans ces cas-là. Je pense que Yves La a question, pas mal je suis répondu à la désolé, question, j'étais un peu déjà. inattentif. Non, je disais, quels sont les talents particuliers des administrateurs présents dans les conseils d'administration ou les comités Je pense qu'on en a stratégiques? déjà parlé. Oui, un petit peu, mais j'essaye quand même d'épuiser toutes les questions par politesse. J'ai pas d'administrateur à mon conseil d'administration. Par contre, ce que je pourrais attendre, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des gens indépendants, il faut que ce soit des gens qui mènent le débat et qui remuent un petit peu les neurones des dirigeants. Enfin, moi, c'est ce que j'attendrais si j'en avais. Mais bon. Et qu'il n'ait pas bien sûr. d'intérêt financier. Donc c'est l'occasion d'en avoir. Peut-être. Ceci étant dit, pour rebondir là-dessus, moi j'ai... Alors c'est un d'autant conseil- plus facile pour l'APIA puisqu'on est dépourvu d'intérêt financier, donc on a une liberté de parole qui est totale. Ah, mais t'es bon de le préciser quand même. Hein. Bon, je voulais juste faire une remarque sur le rôle de l'administrateur indépendant et aller dans le sens de ce qu'a dit Yves. C'est-à-dire qu'un administrateur indépendant se doit de vérifier avec le management s'ils ont mis en place des méthodes pour savoir comment les salariés, les collaborateurs vivent leur travail dans l'entreprise et faire peut-être des enquêtes, des indicateurs qui remontent des choses, parce que l'administrateur indépendant est un peu coupé de la vie au jour le jour de l'entreprise.
il a le reflet de ce qui se passe dans l'entreprise au travers des dirigeants. Donc il est intéressant d'exiger des méthodes ou des enquêtes indépendantes pour savoir comment les gens vivent leur travail dans l'entreprise et leur relation avec leur management. Je suis d'accord avec vous, vous avez raison, c'est souvent le rôle, normalement c'est le rôle du RH. Donc, et c'est au RH de faire remonter cette information à l'administrateur ou au conseil d'administration. Et vous avez raison, l'administrateur indépendant doit s'assurer que c'est en place, mais ce n'est pas à lui de le faire. Voilà, je crois qu'on va pouvoir clore, à moins qu'il y ait encore une dernière question dans la salle. Non ? Eh bien, écoute, je pense qu'on va pouvoir conclure ce colloque. Comment dirais-je ? Est-ce qu'on peut passer la diapositive sur laquelle il y a les programmes à venir ? Oui, pardon. Pour vous rappeler que mais il faut que cette 5e séance ne s'arrête pas là. Voilà, elle puisse être affichée. Et voilà. j'ai beau cliquer, il n'y a rien qui passe. Est-ce qu'on peut remettre la dernière diapositive sur laquelle il y a le programme ? Voilà. Alors attendez, je vais... Voilà. Hop. Non, tiens, c'est bizarre, elle a disparu, elle n'est pas... Bon. Voilà, c'est bon. Donc c'est juste pour conclure. En tout cas, merci Dominique, Yves, merci des intervenants parce que c'était hautement qualitatif et je pense que tout le monde aura compris que, et Eric en particulier, que de ne pas avoir d'administrateur indépendant, c'est peut-être ne pas pouvoir exprimer tous les talents. Il y a d'ailleurs une suggestion qui a été faite. Il va transcender encore, il nous a dit de passer de 100 à 1000 et là je pense qu'il va passer de 1000 à 2000. Ça, c'est absolument certain. En tout cas, juste pour vous préciser, parce qu'il faut qu'on soit un tout petit peu opérationnel quand même, donc nous en sommes à la 5e, vous voyez, qui était sur la contribution. Et puis sont à venir 3 thématiques qui sont intéressantes. Nous aurons quelque chose qui sera plus ciblé sur l'innovation, qu'on fera probablement avec un pôle de compétitivité qui va nous accompagner. Et on parlera d'innovation et de gouvernance. Est-ce que la gouvernance peut agir sur l'innovation ? On en aura une qui sera probablement dans le premier semestre sur les exigences de la gouvernance dans les entreprises à mission. C'est une notion qui apparaît assez significativement depuis quelque temps. Et puis probablement à la fin de l'année, si on arrive à boucler notre opération, on fera un benchmark de gouvernance à l'international et on ne désespère pas avec Macram de pouvoir faire intervenir des membres de gouvernance qui sont dans des entreprises à l'autre bout du monde, la Silicon Valley entre autres, et on essaiera de voir en benchmarking si on est au top du top par rapport à ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je te laisse conclure, Dominique. Il n'y a rien à dire aujourd'hui, là, c'est terminé. On a bien... Bon. Merci à tous. Merci en tout beaucoup cas. de votre attention. À bientôt. Au revoir.